Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir dans cet espace au cœur du salon du livre d'Alger. Ce soir, j'ai un invité particulier, quelqu'un qui remet en cause les rapports de force, qui revoit avec d'un nouveau regard l'histoire moderne ou l'histoire du monde. Adam Sach, bonsoir. Merci d'avoir accepté Merci notre beaucoup. invitation. Alors, Adam, on ne peut pas commencer cet entretien, on ne peut pas parler des rapports de force qui traversent aujourd'hui le monde sans que je vous pose cette question. Ce n'est pas votre première fois à Alger, alors toujours aussi conquis par la Mecque des révolutionnaires. Oui, bien sûr. Oui, je suis très heureux d'être à Alger. C'est la troisième fois que je suis ici. J'étais ici pour la première fois en 2002, quand je suis venu pour faire un reportage pour The New York Review of Books. Je suis revenu en 2015 pour un autre reportage et c'est la troisième fois. Et chaque fois que je suis ici, je suis fasciné par cette société, les voix des Algériens, par la vie ici. Oui, je suis vraiment heureux d'être ici. Nous aussi, on est heureux de vous accueillir ici à Alger. Vous avez une autre passion dans vos ouvrages. On sent que vous avez une passion, c'est Frantz Fanon. Fanon qui a été cet auteur de la révolution algérienne, qui a été cette voix du tiers-monde, cette voix qui a disséqué les rapports de force entre dominés et dominants. Est-ce que finalement votre rapport à Fanon, c'est l'Algérie qui vous a amené à Fanon, c'est Fanon qui vous a amené à l'Algérie? Comment est-ce que vous expliquez cette relation entre vous, Fanon, et l'Algérie? C'est une très bonne question. J'ai découvert Fanon avant que j'ai découvert la question de l'Algérie et de la révolution algérienne. Mon père avait ses livres dans sa bibliothèque et à l'âge de 19 ans, je crois, j'ai lu Peau noire, masque blanc, qui n'est pas un livre sur l'Algérie. Il a écrit en 52 avant son arrivée ici en 53. Alors, j'étais familier avec Fanon. Puis, j'ai commencé à lire l'histoire de l'Algérie. À travers Fanon, bien sûr, mais à travers d'autres auteurs. Plus tard, j'ai découvert les ouvrages de Mohamed Harbi et d'autres historiens algériens. Et je pourrais dire que c'est Fanon qui m'a introduit au thème algérien, mais c'était l'Algérie qui m'a fait retourner au sujet de Fanon. Fanon, on va continuer à parler de Fanon parce que vous êtes connu pour l'intérêt que vous portez à Fanon, l'intérêt que vous portez aussi au rapport de force qui traverse le monde. Fanon a mis le doigt sur quelque chose de particulier. Fanon ne s'est pas contenté de faire la psyché du dominé. Il a aussi fait la psyché du dominant. Vous, en Bien tant sûr. qu'Américain, évoluant dans une société, dans le pays finalement, dans le pays que l'on dit aujourd'hui, les États-Unis sont le gendarme du monde, les États-Unis sont la première puissance mondiale, les États-Unis, aujourd'hui, par leur rapport, enfin, par le soft power, tentent de rester cette puissance qui donne le là, finalement, des rapports internationaux. Quel rapport avez-vous avec ce statut de dominant Mm. qu'a votre pays, finalement, et Oui, comment c'est vous vrai. l'expliquez? Oui, les États-Unis, c'est un pays en crise aussi. C'est un pays qui est en déclin, on peut dire. C'est un pays qui perd Hmm. le soft power à cause des développements internes, mais aussi à cause de la cruauté de sa politique étrangère récemment avec le soutien d'Israël pendant ce génocide abominable à Gaza. Et on voit par exemple la croissance du pouvoir chinois. Alors, oui, c'est vrai que les États-Unis, c'est le pays le plus puissant du monde, mais ça change. Euh, Nous sommes dans une période très intéressante, comme disent les Chinois. Euh, Moi, j'ai grandi dans une famille de gauche. On était très critiques de notre histoire, de la domination de race et de classe aux États-Unis et aussi de la politique étrangère des États-Unis. Euh, je, 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 j'ai développé mon intérêt à la politique quand j'étais assez jeune, quand j'avais 14 ans ou 15 ans, et c'était la lutte contre l'apartheid, c'était la lutte contre les interventions américaines en Amérique centrale, le soutien des bourreaux à El Salvador, à Guatemala, Guatemalteca.
Alors, Il y a aussi l'histoire avec Allende, il y a beaucoup. oui, Allende, bien sûr, Aussi, on, on a. on peut parler toute la journée. Mhm. Pourtant, je veux souligner que si on est américain, et je suis américain, malgré tout ce que je viens d'évoquer, on est né, on baigne même dans l'idée que les États-Unis, c'est le centre du monde. Et ce n'est pas le centre du monde. Et à mon avis, Fanon est un penseur qui commence tout un processus de provincialiser l'Europe et les États-Unis, de mettre au centre le regard et l'expérience des opprimés, des peuples, de ce qu'on appelait le tiers-monde, de ce qu'on appelle aujourd'hui peut-être le sud global. Très bien. Adam, vous avez parlé d'une période, d'une tranche de l'histoire américaine qui est très difficile et qui a été l'héritière directe de la traite négrière ou de la traite transatlantique. Est-ce que finalement, est-ce que vous, aujourd'hui, quel est votre regard d'historien aujourd'hui sur cette période que l'humanité ou que le monde moderne tente d'oublier? Est-ce que finalement, ce n'est pas cette traite transatlantique qui a façonné les rapports de force internationaux et même l'histoire des droits civiques aux États-Unis? Oui, c'est un poids énorme. C'est une question qui reste même souterraine au centre de ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Après l'émancipation des esclaves aux États-Unis, il y avait une période, une révolution qui s'appelait Reconstruction, la reconstruction. Et il y avait une réaction contre cette reconstruction qui a fait naître le Ku Klux Klan Mhm. et la réaction de la suprématie blanche. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Trump. Trump représente une réaction des Blancs contre toutes les réformes raciales, tout le progrès que ce pays a connu depuis the Voting Rights and Civil Rights Act des années 60, depuis l'émancipation des Noirs il y a 60 ans. Alors, c'est une histoire qui est toujours vivante et qui est toujours tourmentée pour mon pays. Non, on va continuer de parler sur cette période, sur ces années où les leaders afro-américains et afro-descendants ont décidé d'en finir avec cet apartheid qui a été mis en place. Il y a eu beaucoup qui ont été assassinés, pour ne parler que de Malcolm X, les Black Panthers, Martin Luther King. Martin Luther King. Il y a eu aussi Angela Davis qui est encore vivante, C'est heureusement, emprisonné. qui a été emprisonnée. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'histoire des États-Unis est façonnée autour de ce mouvement. Comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui par Fanon ce que l'histoire des États-Unis, l'histoire de cet apartheid, l'histoire des droits civiques et aussi l'histoire de ces rapports de force finalement entre deux classes. D'un côté, comme vous le dites, l'Amérique blanche et de l'autre, l'Amérique afrodescendante Oui. issue de la Oui. traite négrière. Vous savez il y a d'autres personnes aux États-Unis. Par exemple, il y a des entre guillemets indigènes, des Native Americans. Le génocide Exactement. Et maintenant, il y a plusieurs groupes qui font partie des dominés. Et il ne faut pas oublier que chez les Blancs, il y a beaucoup de déshérités et beaucoup de dominés et que les classes dominantes ont utilisé le racisme depuis l'âge de l'esclavage pour diviser les pauvres Blancs et les Noirs. C'était toujours une stratégie des classes dominantes. Ce n'est pas simplement une lutte raciale, c'est une lutte de classe aussi. Fanon était passionné par l'histoire américaine, par l'écriture des auteurs noirs comme Richard Wright et Chester Himes. Il a lu les romans de Himes et de Wright avec intensité. Il y a plusieurs citations de Wright et de Himes dans Peau noire, masque blanc. Mhm. Et il a trouvé une sensibilité euh, plus militante, plus honnête chez les Afro-Américains que chez son propre peuple, chez les Antillais. Alors, il y a tout un rapport entre Fanon et les Afro-Américains avant sa mort. Mais après sa mort, il était redécouvert
pendant que la France essayait d'oublier Fanon, de le supprimer, c'était en même temps qu'ils essayaient d'oublier la guerre d'Algérie. Fanon était redécouvert par les psychiatres noirs aux États-Unis, par les Black Panthers, par Angela Davis. Les données de la Terre étaient déclarées par Eldridge Cleaver, le Bible du tiers-monde. Et je suis assez sûr que c'était en part Fanon qui est la raison que les Black Panthers se sont réfugiés à Alger en 69. Parce que Fanon avait créé tout ce mythe de l'Algérie révolutionnaire qui a fasciné les Black Panthers. Et c'était en plus pas seulement son analyse de la violence ou de la contre-violence anticoloniale qui a intéressé les Panthers, c'était aussi son analyse des effets psychiques du racisme et du médecine coloniale, parce que les Afro-Américains ont connu des épreuves extraordinaires dans les hôpitaux. Justement, vous avez abordé un sujet très important qui est la violence finalement. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de ce qu'ont reçu, ce qu'ont subi les Américains afro-descendants, notamment dans les hôpitaux? On peut ne serait-ce que citer le fait d'avoir forcé des femmes à leur insu, à la contraception. Ouais. Il y a eu aussi des lobotomies qui ont été pratiquées. Ils ont été aussi mis dans les hôpitaux psychiatriques comme des cobayes de tests pour tester. Et Fanon parlait justement de cette école de la psychiatrie qui est l'école d'Alger, qui est une des écoles coloniales les plus violentes. Finalement, est-ce qu'on peut considérer que ce qui est appelé de la civilisation blanche est une civilisation profondément coloniale et on peut la résumer dans l'histoire des États-Unis? Oui, certainement, il y a des parallèles profondes entre la violence médicale qui était pratiquée aux États-Unis et l'école d'Alger que vous venez d'évoquer avec le psychiatre Porot. Et Fanon a publié un papier très important sur cette école d'Alger. Et quand il est arrivé à Blida en 1953, il a rencontré des collègues qui étaient formés par cette école. Et selon cette école, les Algériens étaient intellectuellement inférieurs. Il manquait le cortex. Absolument. Et c'est quelque chose qu'on trouve dans toutes les idéologies coloniales. Mais il y a quelque chose aujourd'hui qui est très intéressant dans les rapports qu'on observe aujourd'hui dans le monde. On a l'impression qu'en Occident, on a la mémoire sélective. On oublie cette partie. Comment vous expliquez aujourd'hui que tout cela est mis de côté? Est-ce que c'est pour maintenir justement ce système de domination, comme l'explique Fanon dans l'ensemble de ses livres, Ça, ou quelque part on a envie d'oublier, de se dire, on fait semblant que ça n'a jamais eu lieu et on va de l'avant et on espère que le monde oublie? c'est ça, mais c'est aussi que les gens en général préfèrent oublier, préfèrent réprimer les chapitres sombres de leur histoire. D'ailleurs, les sociétés qui font semblant d'avoir fait du progrès veulent suggérer que ils n'ont pas besoin de regarder en face ce qu'ils ont fait auparavant. Et alors, il y a un grand oubli, il y a un grand désir de ne pas parler de ces choses et en plus de suggérer que ceux qui veulent en parler euh, veulent seulement culpabiliser les Blancs. Et c'est ce qu'on voit aux États-Unis aujourd'hui et aussi en France avec tout ce discours de l'islamo-gauchisme. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire par déculpabiliser les Blancs? Il y a beaucoup, par exemple. Si une personne racisée, entre guillemets, veut parler de l'esclavage ou de la discrimination ou de l'oppression, c'est parce qu'il veut ou elle veut culpabiliser les Blancs. Ce n'est pas mon avis, c'est pas du tout, mais c'est exactement ce que suggère Noréac aujourd'hui. Est-ce que c'est ce que vous appelez finalement la mythologie de l'innocence occidentale? Est-ce que c'est dans cette espèce de creux dans lequel le monde est plongé, il n'arrive pas à parler de ses plaies, de son histoire? Est-ce que c'est ce que vous appelez là?
je ne l'appelle pas l'innocence européenne, le mythe, mais on peut en parler. Et il y a certainement le mythe de l'innocence américaine. C'est assez remarquable que l'innocence américaine est cassée, souvent, mais se rétablit très rapidement. Il y avait la fin de l'innocence américaine après la guerre du Vietnam, mais il y avait la fin de l'innocence américaine après la guerre du Golfe. Alors, mais ça se reforme. Mais qu'est-ce que ça nous dit finalement, cela? Qu'est-ce que ça nous dit sur le racisme systémique et sur les rapports de force, que ce soit à l'intérieur d'une société? Parce qu'aujourd'hui, on a presque l'impression que les rapports de domination qu'il y a à l'intérieur des sociétés occidentales, vous l'avez dit, c'est des rapports de force, c'est des rapports de lutte de classe. Les deux. Et les deux, c'est des rapports raciaux. Les deux. Le rapport racial, comme Fanon le dit, le rapport racial est un rapport de classe et racial aussi. Les afro-descendants sont aujourd'hui pas beaucoup dans l'histoire des États-Unis et même dans l'apartheid sud-africain, pardon, ça a été les classes les plus pauvres. Donc oui, il y a la lutte des classes, il y a la lutte aussi, la lutte raciale. Mais qu'est-ce que ça nous dit sur les sociétés occidentales et sur le racisme systémique, mais aussi sur les rapports des puissances occidentales avec le Sud global? Je suis d'accord que les sociétés que vous avez mentionnées essaient d'oublier leurs histoires douloureuses, le fait que ces histoires ont un grand poids dans l'actualité, que les pratiques de domination Sont les mêmes sont les mêmes, ont changé peut-être de forme, de forme. ont changé de pays. Exactement. Par exemple, Fanon a écrit un papier très intéressant sur ce qu'il appelait le racisme culturel. Il dit que le racisme biologique du 19e siècle, ça va disparaître, ça va être moins important. Par exemple, le racisme dont on parlait de l'école d'Alger, de Boro. Et on va passer à une autre époque, définie par le racisme culturel. Et ce racisme évoque, au lieu de race et de biologie, la culture, la civilisation. Il y a des civilisés, il y a des barbares, il y a des Européens, des croyants dans les Lumières, et il y a les musulmans qui n'ont pas assimilé les valeurs européennes. Et moi, je trouve que cette analyse a toujours beaucoup de pertinence. Mais c'est assez incroyable que le racisme est quelque chose de très souple. Et maintenant, par exemple, aux États-Unis, on voit en même temps un racisme culturel qui cible aujourd'hui le candidat pour le maire, l'homme pour qui j'ai voté il y a quelques jours, Zoran Mamdani. Mais il y a en même temps un racisme biologique qui commence à se réinsérer dans le discours américain. Par exemple, cet homme qui était tué et qui est un héros de la droite américaine, Charlie Kirk, c'est quelqu'un qui était un raciste biologique. Quand on l'écoute, quand il parle, par exemple, des femmes noires ou même des Noirs, c'est un raciste, tout court. Ce n'est pas quelqu'un qui évoque un racisme culturel, c'est presque biologique. Alors, on voit une pluralité de racismes qui sont très agressifs en ce moment. Est-ce que finalement, les racismes dont vous parlez n'ont pas été nourris par la culture mainstream, n'ont pas été nourris parce que par les réseaux sociaux, par le narratif historique même de l'Occident, est-ce qu'ils n'ont pas été nourris? Et en plus, par le désir des Blancs, pas tous les Blancs, mais mais beaucoup de Blancs, le désir de se libérer d'une forme de décence, de politesse, ce qu'on appelle political correctness, de se libérer et de parler sans inhibition, de dire ce qu'ils pensent. C'est très effrayant. Dans vos travaux, vous accordez beaucoup d'importance à la mémoire collective, à la mémoire individuelle, mais aussi à la déconstruction. Je sais que ça va vous paraître un peu difficile peut-être, mais s'il y avait un seul fait historique que vous deviez déconstruire pour avancer,
et les rapports entre le Nord et le Sud également. Lequel serait? Je sais que c'est difficile. Un seul. Un seul. Ou peut-être deux. Je suis gentil avec vous. Je dirais que l'Europe, les États-Unis, l'Occident ont une sorte de monopoly sur les Lumières, sur l'intelligence, sur la justice, sur la question de comment est-ce qu'on va organiser nos sociétés. L'idée que le modèle existe et que c'est à d'autres pays d'intégrer ce modèle. Et à mon avis, il n'y a pas de modèle et, euh, et l'époque de cette supériorité occidentale, c'est fini. Juste, quand vous parlez de ce modèle-là, c'est le modèle occidental, c'est le modèle qui a été mis en place, c'est le modèle qu'on a voulu imposer. Aujourd'hui, de plus en plus de voix dans le Sud global pensent que il ne faut, ce n'est pas la confrontation qui est mise en avant, mais bien au contraire, c'est l'idée aujourd'hui de réécrire l'histoire, à sa juste valeur. Dans vos travaux historiques, justement, vous accordez beaucoup d'importance à cette réécriture de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la réécriture de l'histoire est importante pour apaiser la mémoire des peuples au sein même des nations, mais aussi les rapports politiques? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur votre vision de cette réécriture de l'histoire? Oui, parce que la mémoire culturelle, l'écriture qui nous donne un autre récit du passé, qui insiste sur les voix, l'expérience vécue des opprimés. Tout ça est essentiel pour avancer, pour créer un horizon, un sens d'un avenir alternatif à la société de consommation, de cette société de vulgarité, la société que Donald Trump, par exemple, exalte. Une dernière question, si le temps nous le permet. Peut-être on va revenir sur les rapports du Nord et le Sud. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, le Nord a une vision du monde? Vous avez parlé du consommérisme, vous avez parlé de tout cet art qu'aujourd'hui on voit en Occident. Le tiers-monde, lui, ça existe dans le Sud aussi, justement, la société de consommation. La société de consommation Ouais. et l'influence directe, et l'influence directe du Nord sur le Sud. Est-ce que finalement, c'est possible? Nous, ici au Sud, les voix sont en train de s'élever de plus en plus, et même en Occident. Quel est le rôle de ces voix aujourd'hui, de ces voix littéraires, comme le Salon du Livre aujourd'hui d'Alger qui a été placé sous le slogan de la littérature carrefour des rencontres. Il y a beaucoup de rencontres, que ce soit en Europe, aux États-Unis, il y a beaucoup de voix qui sont en train de s'élever. Est-ce que ces voix-là aujourd'hui sont la résonance du Sud global pour une nouvelle reconfiguration mondiale finalement? Je voudrais dire oui, mais je ne suis pas sûr parce que l'écriture, les mots sont essentiels, bien sûr. Mais est-ce que ça change la configuration de pouvoir? D'une manière, mais c'est un processus assez lent. Alors, à mon avis, c'est plutôt les choses qui sont les plus importantes restent dans les sociétés. Ce sont des questions de pouvoir, ce sont des questions d'économie. L'écriture est très importante, absolument. Et c'est mon boulot avant tout. Mais je n'ai pas cette foi que l'écriture peut changer le monde. Mais le temps lent, peut-être, peut changer les choses. Oui. Adam Satch, merci de m'avoir accompagné. Merci de nous avoir accordé votre temps. Au plaisir de vous retrouver bientôt. Merci beaucoup. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous.